Donc, le sujet de notre présentation d'aujourd'hui est la protection de l'investisseur dans la révision de la directive sur les marchés financiers, que vous connaissez certainement mieux sous l'acronyme anglais MiFID, Market in Financial Instruments Directive. Et plus particulièrement, nous allons nous poser aujourd'hui la question: est-ce que la révision de MiFID atteint l'objectif qu'elle s'est assigné, c'est-à-dire d'accroître la protection des investisseurs particuliers, donc les investisseurs tels que vous et moi? Alors nous évoquerons d'abord le contexte dans lequel la révision de MiFID a lieu, qui est celui essentiellement de la crise financière qui a débuté en 2008. Nous détaillerons ensuite l'historique de la révision au niveau des instances européennes. Nous analyserons ensuite quelques sujets qui nous semblaient particulièrement intéressants au regard de l'objectif de protection des investisseurs particuliers. Et ce sera le cœur de notre présentation. Et enfin, nous conclurons. Alors, il ne fait aucun doute que la crise financière qui a débuté en 2008 a atteint tout particulièrement l'investisseur particulier, l'investisseur de détail. Sa confiance s'est vue ébranlée, sa confiance dans les marchés financiers qui étaient parfois certes aveugles. Il faisait confiance dans les marchés pour se constituer un petit patrimoine financier, afin soit de financer sa retraite lorsqu'il la prendrait, ou de financer l'éducation de ses enfants, ou de pourvoir aux soins de santé de toute sa famille. Parce qu'il faut bien l'admettre, les gouvernements de la plupart des États membres n'ont plus ou n'auront bientôt plus assez d'argent pour contribuer, comme ils le faisaient jusqu'à présent, du moins c'était le cas en Belgique et en France, à ces différents secteurs. Alors, en toute logique, après avoir pris les mesures très urgentes pour stabiliser les marchés financiers et le secteur bancaire, la Commission européenne a repris son bâton de pèlerin pour s'ériger une fois de plus en grand défenseur de l'intérêt de l'investisseur particulier, afin d'essayer de rebâtir sa confiance dans ces marchés financiers. Ces marchés si importants pour fournir une source alternative de financement à l'économie, alternative aux emprunts bancaires. Alors, qu'a fait la Commission européenne? Elle est intervenue à 3 niveaux: des règles sur la transparence, sur les obligations d'information, des règles au niveau de la distribution, de la chaîne de distribution, et des règles au niveau de l'intervention produit. Alors, si les deux premiers niveaux de règles, que ce soit l'information ou la distribution, sont bien connus de la Commission européenne, le troisième secteur, qui est l'intervention au niveau des produits, est beaucoup plus innovant. Alors, au niveau des règles d'information, la Commission européenne, mais je serai assez rapide sur l'aperçu des autres règles que la directive MiFID. La Commission européenne a pris des règles en matière d'OPC, puisqu'elle a, comme sans doute Alexia et Isabelle nous l'exposeront plus tard, puisqu'elle a imposé un nouveau document d'information clé pour l'investisseur, mieux connu sous l'acronyme KID. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a érigé des nouvelles règles en matière de résumé de prospectus. Et le KID va être, à la suite d'un projet de règlement, étendu à tous les autres produits d'investissement par un projet de règlement sur un document d'information clé. Au niveau des règles de distribution, c'est la révision de la MiFID dont il est question, et au niveau des règles d'intervention, le nouveau, c'est dans la révision de la MiFID que l'on peut les retrouver. Alors, notre exposé s'inscrit dans le débat qui a lieu aujourd'hui sur l'objectif des règles de protection de l'investisseur. Est-ce que toutes ces règles visent à essayer de faire en sorte que l'investisseur n'investisse pas dans des produits dont il ne comprendrait pas les risques, ou alors visent-elles à faire en sorte que l'investisseur ait tous les moyens pour avoir le pouvoir, d'autant plus de pouvoir, d'investir dans les marchés financiers? Il faut considérer que certains auteurs considèrent que la Commission européenne s'est engagée depuis quelques années sur une voie de consumérisation du secteur financier. Elle considère, selon ces auteurs, elle considère de plus en plus l'investisseur financier comme un consommateur de produits financiers qui aurait droit à la protection qu'un autre consommateur d'autres produits pourrait réclamer.
Et ces auteurs en veulent pour preuve une communication de la Commission européenne de juillet dernier, dans laquelle elle énumérait le package de règles pour la protection du consommateur financier, notamment IMD2, c'est-à-dire la nouvelle directive sur les assurances, UCITS 5, c'est-à-dire le projet de directive sur la fonction de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions, et le règlement dont j'ai parlé, qui est le règlement qui va instaurer un document d'information importante pour l'investisseur. Et pour tous les produits financiers, donc au-delà des produits OPC. Alors vous l'aurez compris, notre exposé va se concentrer sur certaines règles de MiFID et va laisser de côté toutes les règles, notamment en ce qui concerne l'organisation des marchés, les règles de la reconnaissance des ETF dont on a parlé ce matin, de trading algorithmique dont la définition est très nébuleuse, les règles spécifiques au marché de commodités, même si ces règles collaborent elles aussi à la protection de l'investisseur. Alors voilà le contexte de la révision de la MiFID, donc crise financière d'une part et agenda de protection du consommateur d'autre part étant relaté. Je vais vous donner un bref aperçu de l'historique de la révision de la MiFID. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on révise? On révise la MiFID. La MiFID est le successeur de la directive de ISD et la MiFID est en vigueur depuis le 1er novembre 2007. Alors la MiFID voulait accroître l'intégration, la concurrence et l'efficacité des services financiers en Europe pour diminuer les coûts de transaction pour l'investisseur et appliquer ainsi des règles équivalentes à différents modèles de marché qui ont des fonctions similaires et améliorer la protection de l'investisseur. MiFID prévoyait sa propre révision. Alors est ensuite survenue la crise financière qui a mis en évidence certaines faiblesses de la mise en œuvre de la MiFID. On entend souvent dire qu'à la suite de l'instauration du régime MiFID, les marchés financiers sont fragmentés, sont moins transparents au détriment des investisseurs. Et en particulier, la révision de la MiFID souhaite amender la MiFID afin de refléter l'agenda de protection du consommateur, la diversité croissante en matière d'instruments financiers et de méthodes de trading. Alors, la révision de la MiFID s'inscrit aussi dans cette volonté d'instaurer un single rule book pour les marchés financiers européens et veut aussi respecter l'engagement dont le délai de respect est déjà dépassé, mais bon, respecter l'engagement du G20 qui veut qu'on s'attelle aux parts plus opaques et moins régulées du système financier comme les dérivés. Donc c'est dans ce contexte qu'en 2010, la Commission européenne a publié une consultation du marché sur certains points qu'elle souhaitait réviser de la MiFID. Ensuite, César, le prédécesseur de ESMA, donc notre autorité de régulation européenne, a publié plusieurs consultations, fourni des avis techniques à la Commission européenne dans le contexte de la révision de la MiFID. Et puis, il ne faut pas oublier, dans l'historique régulatoire, les guidelines d'ESMA depuis l'entrée en vigueur de la MiFID. Alors, le contexte, ça c'est pour l'historique jusqu'à la publication des propositions MiFID 2 et MiFIR. Publication qui a eu lieu le 20 octobre 2011. Depuis cette publication, le Parlement européen a proposé quelques 2000 amendements aux propositions de texte et le Conseil de l'Europe s'est réuni plus de 14 fois. 15 fois, mon slide date déjà, même s'il a été soumis à 4 ou 5 jours, puisque entre-temps a été publié un tout dernier compromis sur MiFID 2 et sur MiFIR qui date du 1er mars, si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez que le rythme est assez effréné, donc les discussions au niveau des États membres sont intenses. Et grâce à Dieu, pour Corrado et moi, ça ne concerne pas tellement les mesures concernant la protection de l'investisseur, mais ça concerne beaucoup plus toutes les mesures relatives à l'infrastructure des marchés.
Alors, nous espérons, en tout cas le Parlement européen espère avoir une séance plénière pour voter le texte de la MiFID et de la MiFIR le 8 octobre 2013. Donc, on ne doit pas s'attendre à une entrée en vigueur de MiFID avant mi-2015. Et pas oublier que MiFID 2 et MiFIR sont des directives au règlement de niveau 1, mais qu'il faudra encore attendre toutes les mesures d'exécution au niveau 2, sans oublier les mesures de niveau 3, donc les guidelines supplémentaires d'ESMA, et qui ne sont même pas encore aujourd'hui à l'état de projet. Donc on est loin d'être, hélas, aujourd'hui en mars 2013, à l'occasion de cette conférence, à un stade proche d'être un stade final pour vous parler de l'impact probable de MiFID 2 et de MiFIR. Mais bon, on va quand même essayer de vous donner nos premières impressions. Alors, maintenant que le contexte a été donné, que l'historique a été rappelé, qu'est-ce que l'on va envisager de manière plus particulière? Alors, on va envisager je vais passer notre table des matières pour tout de suite arriver au corps de notre sujet. Et notre premier sujet que l'on a sélectionné pour vous, c'est l'extension du champ d'application de la MiFID. Alors, cette extension prend deux formes. D'abord, MiFID 2 prévoit que la MiFID va s'appliquer désormais à la vente à la suite d'un conseil en investissement ou non, des dépôts structurés. Les dépôts structurés n'étaient pas dans le champ d'application de la MiFID jusqu'alors. Parce que la Commission européenne a considéré que les dépôts structurés ont des caractéristiques très similaires aux autres catégories d'investissement d'instruments financiers déjà couverts par la MiFID, par exemple un objectif d'investissement long terme, une forme structurée, une commercialisation active auprès des investisseurs de détail. Alors, il faut savoir que le Conseil de l'Europe va plus loin dans la définition de dépôt structuré que la Commission européenne, donc on peut s'attendre à avoir plus de détails peut-être dans le texte qui sera finalement adopté. Sinon, la deuxième extension du champ d'application a trait aux exemptions optionnelles qui étaient déjà prévues par l'article 3. Alors, ces exemptions optionnelles se voient limitées par la nouvelle proposition de directive. Alors, sous MiFID, sous le régime actuel, donc, les États membres peuvent ne pas appliquer la directive aux personnes qui fournissent des conseils en investissement, avec ou sans réception et transmission d'ordre, à l'égard d'un large spectre d'instruments financiers, tels que des parts d'OPC, valeurs mobilières, à condition que ces personnes soient régulées au niveau national. Alors, il est désormais précisé dans la proposition de règlement que les réglementations nationales auxquelles doivent être soumises ces personnes devront prévoir des exigences au moins analogues à celles qui sont prévues en plusieurs domaines dans la MiFID. Donc ce sont les conditions et procédures d'agrément, l'exigence de surveillance continue, les règles de conduite. Donc des exemptions optionnelles par les États membres qui se trouvent plus limitées dans la proposition de révision de la MiFID. Alors, la révision de la MiFID ne voulait pas se focaliser sur les obligations de transparence pour accroître la protection de l'investisseur. Toujours est-il que dans la consultation de 2010, la Commission avait proposé pas mal de changements au niveau des règles d'information qui n'ont pas été en grande partie suivis par la Commission européenne, vu la réaction assez négative du secteur. Parce que qui dit obligation d'information dit coûts supplémentaires pour les acteurs du marché financier, dit responsabilité accrue sur l'intermédiaire, sans que, disait-il, ces acteurs de marché ne soient prouvés les avantages de telles obligations d'information accrues. Alors, que reste-t-il de ces obligations d'information au niveau de la proposition de directive? Alors, il me semble, même si Corrado va détailler les obligations d'information dans sa partie, il ne me semble pas superflu de juste vous donner un bref résumé des nouvelles règles que la proposition de directive prévoit. Alors, tout d'abord, une obligation de reporting général, en ce compris un reporting sur le test de suitability, que Corrado va donc détailler.
Ensuite, je vais passer les détails sur ce reporting sur le test de suitability, donc si oui ou non ce test est encore respecté tout au long de l'investissement. En ce qui concerne les obligations d'information dans le cadre d'exécution d'ordre, chaque plateforme d'exécution doit publier dorénavant les données relatives à la qualité d'exécution des transactions au moins une fois par an. Et ces rapports doivent inclure des détails sur le prix, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers. Alors, après les obligations d'information, donc l'extension du champ d'application, les obligations d'information nouvelles, j'en viens maintenant aux nouvelles règles concernant l'organe de direction. Alors, sous justement un nouvel intitulé « Organe de direction », il est prévu que les membres de l'organe de direction d'une entreprise d'investissement jouissent en permanence d'une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. Alors, des restrictions sont prévues pour ne pas cumuler simultanément plusieurs fonctions de direction exécutive ou non exécutive. L'organe de direction doit aussi posséder les connaissances, les compétences et l'expérience collective appropriées pour comprendre les activités de l'entreprise et les principaux risques que comportent les activités de l'entreprise d'investissement. Et chaque membre de l'organe de direction, doit agir avec honnêteté, intégrité, indépendance d'esprit, afin d'évaluer de manière efficace et critique les décisions de l'encadrement supérieur. Alors ça, c'est la traduction littérale de senior management. Les entreprises d'investissement doivent consacrer des ressources adéquates à la formation des membres, ce qui peut effectivement être tout à fait utile. Les entreprises d'investissement doivent prendre en considération la diversité parmi les critères de sélection des membres de l'organe de direction. Alors la diversité, c'est la diversité géographique, la diversité de sexe, la diversité de formation, de parcours professionnel, au sein de l'organe de direction. Alors je ne suis pas une féministe et je n'ai jamais vraiment été une grande défense en la défense de la diversité, mais bon, s'il faut faire la discrimination positive pour forcer certaines inégalités, pourquoi pas. Toujours est-il que le Parlement européen insiste beaucoup sur la notion de diversité des sexes au sein de l'organe de direction et gageons que la compétence n'en soit pas atteinte. En fonction de la taille et de l'activité de l'entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement devra aussi avoir un comité de nomination. Et le compromis présidentiel apporte pas mal de développement sur le comité de nomination. Alors, qu'est-ce que l'organe de direction doit faire ? Il doit définir, approuver, superviser les objectifs stratégiques de l'entreprise. Il doit définir, approuver, superviser l'organisation de l'entreprise, y compris les compétences, les connaissances, les expertises requises du personnel. Il doit définir, approuver, superviser une politique relative aux activités, services, produits, opérations proposées par l'entreprise. Et il doit assurer une surveillance efficace de l'encadrement supérieur, donc du senior management. Alors, le compromis présidentiel, donc le Conseil de l'Europe, donc les États membres proposent aussi que l'organe de direction définisse la politique de rémunération et que soit interdit le cumul entre la fonction de CEO et la fonction de chairman de l'organe de direction. Et quant au Parlement européen, qu'est-ce qu'il ajoute ? Il ajoute que l'organe de direction doit définir la politique antifraude de l'entreprise. Alors l'organe de direction doit contrôler et évaluer aussi périodiquement l'efficacité de l'organisation de l'entreprise et l'adéquation de ses politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prendre des mesures appropriées pour remédier à toute défaillance. Alors, point extrêmement intéressant, nous trouvons, est le suivant. En fait, de l'aveu du Parlement européen,
Les règles de conduite sont certes nécessaires, mais pas suffisantes pour protéger l'investisseur. Les règles de conduite, pour la partie de l'auditoire qui sont étudiants, ce sont les règles de test de suitability, d'appropriateness, d'information, etc., auxquelles sont soumis les entreprises d'investissement lorsqu'ils proposent des conseils en investissement ou de la gestion de portefeuille ou tout autre service d'investissement. Alors, ces règles de conduite ne sont pas suffisantes. Dans ce cadre, qu'est-ce que propose le Parlement? Il propose d'introduire des exigences au niveau de la gouvernance du produit. Alors, il est important de noter que c'est effectivement le Parlement qui parle de product governance et pas ni le Conseil ni la Commission à ce stade. Par exemple, l'exigence que l'entreprise d'investissement élabore des produits qui rencontrent les besoins et les caractéristiques du marché cible au sein de la catégorie de clients envisagés. L'exigence que le produit soit commercialisé dans le marché cible. Ou l'exigence de revoir de manière régulière la performance du produit. Est-ce que le produit est-ce que la performance du produit, est conforme au design du produit, et est-ce que le marché qui est atteint est bien le marché qu'on avait identifié au préalable comme marché cible auquel on pouvait commercialiser le produit. Et le Parlement fait également référence à un processus d'approbation du produit à revoir annuellement qui doit permettre d'évaluer tous les risques liés à un produit avant qu'il ne soit distribué dans son marché cible. Alors, dans le cadre de mes conclusions, je reviendrai sur ces différents aspects que propose le Parlement européen et qui, à mon avis, sont tout à fait intéressants dans une perspective de protection de l'investisseur. Alors, la plupart des règles de protection de l'investisseur sont prévues dans la directive. Une exception notoire sont les mesures d'intervention au niveau du produit, qui sont, elles, prévues dans le règlement, donc sous l'acronyme MIFIR. Alors, on ne prévoit pas une autorisation obligatoire des produits, mais on prévoit bien la possibilité d'autres formes d'intervention au niveau des produits distribués aux investisseurs. On distingue selon que c'est l'ESMA, donc l'autorité régulatoire des marchés financiers européens, ou les autorités nationales, comme la FSMA, qui ont ce pouvoir d'intervention. Alors, lorsque c'est ESMA, le MIFIR se repose sur un certain article du règlement relatif à ESMA pour donner à ESMA ce pouvoir d'intervention au niveau des produits. Eh bien, ESMA aura le pouvoir, sous certaines conditions, d'interdire ou de restreindre de manière temporaire au sein de l'Union la commercialisation, la distribution, la vente de certains instruments financiers ou d'instruments financiers avec certaines caractéristiques ou un type d'activité financière. Interdiction, limitation, évidemment qui peut être soumise à certaines exceptions déterminées par ESMA. Alors les conditions sont les suivantes. Menace à la protection de l'investisseur. Alors le Parlement européen dit menace significative. Bon fonctionnement, menace au bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou à la stabilité de tout ou partie du système financier européen. Deuxième condition, la législation européenne n'est pas suffisante pour faire face au problème. Troisième condition, aucune action n'a été prise par une autorité compétente, ou l'action qui a été prise par la FSMA, par exemple, s'est révélée insuffisante. Alors les conditions aussi, c'est que la proportionnalité doit être gardée et il ne doit pas y avoir de risque de discrimination, donc pas de risque d'arbitrage réglementaire, donc d'aller dans un autre pays. Le Parlement européen prévoit qu'ESMA peut enquêter de manière proactive sur les produits, les nouveaux produits, avant leur commercialisation, ce qui peut être intéressant. Et lorsque les conditions de l'intervention sont remplies, ESMA peut agir sur base préventive avant la commercialisation du produit. Ce n'est pas prévu par la Commission, c'est prévu par le Parlement. Et de plus, le Parlement étend à tous les produits d'investissement, en ce compris les dépôts structurés et les instruments financiers, ses pouvoirs d'intervention d'ESMA. Quant au Conseil, qu'est-ce qu'il ajoute à cet article? Il ajoute les conditions dans lesquelles on peut considérer qu'il y a une menace à la protection de l'investisseur
Il faut prendre en considération, par exemple, la taille ou la valeur nominale des instruments financiers, etc., etc. Ce qui pourrait potentiellement, si c'est dans le texte final qui sera adopté, ce qui pourrait potentiellement limiter de manière considérable le pouvoir d'intervention d'ESMA. Alors évidemment, ESMA devra informer préalablement les autorités compétentes de toute mesure de restriction ou limitation de la distribution des produits financiers au sein de l'Union. Et le Parlement européen prévoit même une notification préalable à l'entreprise réglementée de son intention pour permettre à cette entreprise de peut-être changer les caractéristiques du produit pour que le produit corresponde à certains critères et ce changement devrait avoir lieu dans un certain délai. Alors ESMA devra publier son avis sur son site web, un avis de l'action prise, et puisque c'est une mesure temporaire, devra revoir sa mesure de manière régulière et au moins tous les 3 mois. Et évidemment, les mesures prises par ESMA dans ce cadre-là prévalent sur toute mesure nationale. Alors qu'en est-il des pouvoirs des États membres, c'est-à-dire des autorités compétentes au niveau des États membres dans ce cadre? Alors certaines autorités nationales et les membres de la FSMA peut-être présents sont bien au courant. Certaines autorités nationales, dont la Belgique, donc, ont déjà pris des mesures visant à restreindre, voire interdire la distribution de certains produits sur leur territoire. En Belgique, il s'agit du moratoire sur les produits structurés considérés comme particulièrement complexes. Alors l'article 32 consacre cette faculté en l'assortissant de conditions. Alors je ne soulignerai que les différences entre le pouvoir d'intervention des autorités nationales avec les pouvoirs d'intervention d'ESMA. Elles ne sont pas très nombreuses. Alors tant que les conditions sont remplies, l'interdiction, la restriction peut perdurer. Et les conditions sont assez similaires, comme vous pouvez le voir dans les slides, à part le fait, par exemple, que ici la Commission européenne, dans l'article 32, parle d'une menace significative à la protection de l'investisseur. Sinon, les conditions sont assez similaires. Bien sûr, comme il s'agit d'une mesure à prendre par une autorité nationale, il conviendra de consulter les autres autorités compétentes pour éviter donc la discrimination et autres considérations qui pourraient porter atteinte au marché intérieur. Et ESMA a un rôle de facilitateur, de coordinateur. Concernant les mesures prises par les autorités compétentes pour être sûr qu'elles soient proportionnelles, qu'elles soient justifiées et d'assurer une cohérence générale. La ESMA émet alors un avis à l'autorité compétente concernée, qui n'est pas contraignant, et si l'autorité compétente n'est pas d'accord avec l'avis, elle devra le justifier. Alors, malgré l'opposition marquée des acteurs du marché aux règles d'intervention proposées dans la consultation de 2010 déjà, ces règles figurent tout de même dans la proposition de règlement et ont été maintenues par le Conseil et par le Parlement dans leur propre projet. Alors le principal souci des participants du marché, en ce qui concerne ces règles d'intervention, c'est que le problème n'est pas un problème européen, mais c'est un problème global quand il y a un souci au niveau du produit. Puisque l'Europe n'a pas juridiction pour interdire un produit d'un fonds non européen non régulé. Et surtout la possibilité pour un État membre d'interdire un produit alors qu'il pourrait être commercialisé dans un autre État membre. Ce qui aboutira à des marchés européens fragmentés, en tous les cas moins intégrés à ces égards qu'ils le sont aujourd'hui. Or, l'Europe financière a, comme donc la Commission européenne en ce qui concerne les marchés financiers, a pour objectif de créer un marché unique. Et il y a un sentiment général dans le marché que l'impact potentiel de l'intervention produit est largement inconnu. Les risques liés à l'interventionnisme sont réels. Ils comprennent le risque d'arbitrage, le risque de contraindre l'innovation financière, de contraindre le choix de l'investisseur, de minimiser la responsabilité de l'investisseur et l'interventionnisme, un surinterventionnisme, une surrégulation pourrait aussi avoir des effets très négatifs.
Alors dans ce contexte, il nous a paru intéressant de voir quel est l'impact réel aujourd'hui analysé par le marché ou par la FSMA du moratoire sur les produits particulièrement complexes, les produits structurés particulièrement complexes en Belgique. Selon la FSMA, le moratoire a eu pour effet une simplification de l'offre des produits structurés. Certains produits ont disparu, comme les teaser products, ou certains sous-jacents ont disparu, comme les hedge funds. Et puis la transparence est accrue, notamment la transparence sur le risque crédit et sur les coûts de distribution. Alors selon un knowledge provider qui est Structured Retail Products, et que vous pouvez consulter sur Internet, la suite de moratoire est la suivante. L'effet du moratoire est le suivant, c'est que l'émission des produits structurés a baissé de 40%, donc il y a moins de produits structurés. Et ceux qui investissent ailleurs, qui investissaient hier dans les produits structurés, qui investissent ailleurs aujourd'hui, investissent en obligations corporate ou en obligations d'État, déposent leur argent sur leur compte de dépôt, et d'autres, et ça c'est plus inquiétant, vont investir dans des produits structurés, tout simplement sur des plateformes à l'étranger. Alors qu'en est-il des autres juridictions? Est-ce que les autres juridictions européennes ont, comme la Belgique, sont, comme la Belgique, intervenues au niveau des produits? Ou est-ce que la Belgique est un exemple tout à fait unique, et d'où on pourrait se demander pourquoi la Commission européenne a voulu légiférer dans ce domaine? Eh bien, à l'exception de la France, mais je serai plus rapide à partir de maintenant parce que je crois que j'ai plus que 5-10 minutes, mais à l'exception de la France, dont la mesure prise en 2010, je crois, peut être interprétée comme une interdiction de facto de certains produits financiers sous certaines conditions, aucun autre pays n'a, à ma connaissance en Europe, n'a de mesures telles que le moratoire sur les produits structurés particulièrement complexes belges. Le Danemark prévoit une labellisation des produits selon le risque, donc jaune, vert, rouge, selon le degré de risque présenté par le produit. L'Allemagne attache de l'importance sur la transparence du produit, de même que les Pays-Bas, et qui attache aussi beaucoup d'importance à l'interdiction des commissions lors de la distribution des produits. Ça, c'est sans compter sur le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni n'interdit pas aujourd'hui, mais le Royaume-Uni prévoit la possibilité pour l'autorité de contrôle, des marchés financiers futurs, qui est la FCA et plus la FSA, donc qui remplacera la FSA à certains égards à partir du 1er avril 2013. Eh bien, la FCA, à la suite de consultations du marché, consultation très large d'ailleurs, aura ce pouvoir de pouvoir, dans des cas rares, selon la politique déclarée par la FSA que devra adopter la FCA, dans des cas rares, d'interdire d'avoir des product bans. Mais il y a plein d'étapes intermédiaires que la FCA pourrait prévoir lorsqu'elle considère qu'un produit ne correspond pas ne permet pas de protéger l'investisseur. Alors ce sont des mesures sur lesquelles je reviendrai dans le cadre de mes conclusions, mais que je trouve de nouveau, comme le Parlement européen en matière de product governance, que je trouve des alternatives tout à fait intéressantes à explorer, plutôt que d'aller jusqu'à interdire un produit, la distribution d'un produit à certains investisseurs. Alors, le dernier point que je voudrais voir avec vous, donc en matière de protection des investisseurs lors de la révision de la directive MiFID, c'est le point des sanctions et du régime de mise en œuvre du régime de la MiFID. Alors, vous vous rappellerez qu'en 2009, César, donc le prédécesseur d'ESMA, avait fait une étude de sanctions pénales et administratives disponibles dans les États membres en cas de violation des règles de la MiFID. Et César, qu'est-ce qu'il avait constaté? Des différences très importantes entre les juridictions. Alors, la consultation de 2010 qui a précédé donc la proposition de MiFID 2, la consultation de 2010 avait proposé d'instaurer un principe de responsabilité civile. Mais ce principe n'a pas été retenu dans la proposition de la Commission européenne, laissant le soin aux États membres de régler la question État membre par État membre sur base de leur droit national.
Donc, comme tout le monde le sait, le sujet de la responsabilité civile comme de la responsabilité pénale sont des sujets ultra sensibles. Pierre-Henri Connac nous en a parlé ce matin. Dans le cadre de la MiFID, c'est exactement le même problème qui se pose. Toutes les juridictions ont une réponse différente aux questions: qui peut intenter une action, à quelles conditions, quels moyens de défense, quelle est l'étendue de l'obligation dont la violation est invoquée, etc., etc. Seul le Parlement a introduit une exigence de prévoir la responsabilité personnelle, civile et pénale des membres des organes de direction pour les infractions de MiFID II et de MiFIR. Alors, en revanche, MiFID II prévoit des sanctions administratives des mesures et des sanctions administratives qui doivent être appliquées aux membres de l'organe de direction et toute autre personne responsable, et prévoit une liste de ces mesures et sanctions administratives, en ce compris, et ça rejoint un peu MAD, en ce compris des sanctions pécuniaires et aussi des mises en garde publiques. Et comme on le sait, la publicité peut être une sanction en soi. Alors, la proposition MiFID II ne prévoit rien en ce qui concerne les sanctions pénales. Le compromis présidentiel, en revanche, donc le compromis de l'Union européenne, donc des États membres, prévoit que MiFID II ne porte pas préjudice à l'application des sanctions pénales nationales, que les États membres doivent s'assurer du respect du principe ne bis in idem et que les États membres ne devront pas cumuler des sanctions administratives lorsqu'elles prévoient des sanctions pénales. Alors, je renvoie au développement de ce matin de Pierre-Henri Connac au sujet des limites imposées à la Commission européenne pour prévoir des sanctions pénales. Donc, ce n'est pas nécessairement facile pour la Commission européenne d'instaurer dans une directive européenne des sanctions pénales. Alors, la directive européenne MiFID II prévoit aussi la publication de sanctions et mesures par les autorités compétentes. La publicité des sanctions devient ainsi obligatoire et prévoit un whistleblowing, donc de nouveau très comparable aux sanctions de MAD. Donc la dénonciation est encouragée et encadrée. Voilà, je cède la parole à Corrado avant de conclure.